Je vous présente Isabelle Blasco Costa, qui est donc chercheuse au Muséum d'histoire naturelle de Genève depuis 2014. Tu compléteras ce nom. C'était bon. Voilà, et depuis 2021, elle est responsable et curatrice en chef du département invertébré au sein du musée. Elle est aussi chargée de cours à l'Université de Genève depuis 2020. Son expertise et son travail portent majoritairement sur la biodiversité des organismes parasites et les moteurs évolutifs et écologiques des associations hôtes parasites. Ces animaux fétiches ou parasites, je ne sais pas comment on peut dire, ce sont les trématodes, les cestodes, les monogènes, surtout au sein des milieux aquatiques, mais peut-être pas que. Ouais. Et puis voilà, aujourd'hui, elle va nous parler de certains de ces parasites, de la puce du canard, mais pas que. Je te remercie d'être venu. Alors pour la petite histoire, avec Isabelle, on s'est rencontrés il y a quelques mois dans le cadre d'une potentielle collaboration naissante sur un projet justement autour de la détection précoce de la puce dans certains écosystèmes, notamment avec Valentin. On était allé la rencontrer au musée. Et puis voilà, là, elle nous fait l'amitié d'avoir accepté l'invitation pour cette petite présentation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir d'être ici et vous parler de ces petits animaux fétiches, comme tu as dit. Et j'espère seulement pas vous gâter, pas vous gâcher la pause de ce midi avec les histoires qu'on va parler. Alors, quand on pense à la biodiversité du lac, la première chose qui vient à la tête de tout le monde, c'est en fait les oiseaux qu'on voit facilement, les poissons, etc. Mais moi, je m'intéresse à des animaux un petit peu plus discrets qui se cachent à l'intérieur souvent de ces organismes. Et ce sont des animaux pas très attirants d'un premier coup d'œil, mais très importants à niveau du fonctionnement et à la régulation des écosystèmes. Et malgré ça, ils sont en fait très négligés par la science tout court. Et donc, quand on parle des parasites, je vais vous parler surtout de la diversité des parasites qu'on connaît un petit peu dans nos lacs, mais aussi de la diversité de comment ces espèces se diversifient avec et quels facteurs influencent dans la diversification de ces organismes, des animaux parasites. Et quand on parle de parasites, en fait, on met dans une même boîte d'animaux avec des différences dans leur évolution très nombreuses. C'est comme si on parlait des herbivores ou des carnivores. Okay? Il n'y a pas une relation évolutive entre eux, mais ils ont des caractéristiques écologiques semblables. Par exemple, dans le gros, les parasites, ils utilisent les ressources d'un autre animal vivant pour se nourrir et pour simplement survivre. Et avec cet autre animal vivant, ils établissent une relation durable dans le temps qui bénéficie les parasites qui tirent de la nourriture ou d'autres avantages de l'utilisation de cet hôte, tandis que pour l'autre, il obtient plutôt un certain niveau de dommages ou de dérangement. Il faut dire qu'en général, les dommages que suivent l'hôte qui héberge ces parasites sont assez moindres pour la plupart des cas, avec certaines exceptions. Par exemple, quand le parasite a besoin de se transmettre à un autre animal et il faut que son hôte soit mangé. Donc, il va, dans certains cas, favoriser que se fasse manger, donc qu'il soit prédé par un autre organisme. Et quand je vais parler des parasites, je parle surtout des macroparasites métazoaires. On va exclure les virus, les bactéries et d'autres organismes unicellulaires qui ont une biologie très différente. Et quand les études qu'on porte, c'est généralement sur les helminthes, mais pas que. Donc, je travaille principalement, les études que je vais vous montrer, c'est sur les platelmints, ces vers plats, dont font partie dans les groupes parasites, par exemple les douves ou les ténias ou les vers solitaires, on les connaît aussi. Mais on retrouve aussi parmi eux des nématodes parasitiques d'animaux, les acanthocéphales, que c'est un groupe de rotifères maintenant, sont aussi connus comme les vers à tête épineuse, parce qu'ils ont des grosses épines qui font un peu peur en général. Mais il y a aussi d'autres groupes moins connus comme des myxozoaires qui appartiennent au nidaires, donc au groupe de méduses, ou aussi des copépodes qui sont parasitiques,
qui utilisent souvent des animaux aquatiques comme hôtes. Donc, il y a une grande variété de groupes phylogénétiquement différents parmi ceux qu'on appelle les parasites, qui ont en commun cette stratégie de mode de vie, cette écologie, d'utiliser les ressources de notre animal. Et quand on parle de ces groupes, on tombe facilement sur des questions simples qui ne le sont pas autant. Par exemple, mon collègue Laurent Valenton m'a approché il y a quelques années. Il voulait faire une liste des espèces qui habitent le Léman. Et il est venu me voir pour me demander, est-ce que tu sais combien d'espèces parasites il y a? Je dis, très bonne question, mais non, pas tout à fait. Je dis, ok, on va faire comme tout le monde, on va aller, tous les scientifiques, on va aller vers Web of Knowledge, faire une petite recherche avec 2 mots-clés, parasites, Léman, voir qu'est-ce qu'on trouve. Est-ce que quelqu'un s'aventure à me donner un chiffre de nombre d'études que vous estimez qu'il y a? Quand même, il y a 3 universités autour du Léman. Un petit peu plus, mais pas trop. Il y en avait 20, dont en fait seulement 5 parlaient vraiment des macroparasites dans les animaux aquatiques. Le reste étant des bactéries dans les caca des chiens et d'autres histoires. Mais je me suis dit, ok, c'est juste parce qu'on a cherché le lac Léman, que c'est le nom français, peut-être que le lac Geneva en anglais, ça change, mais autant pour moi, pas vraiment. C'est ça qu'on retrouve dans Internet. Mais heureusement pour mes collègues, il n'y a pas qu'Internet, il reste encore les bibliothèques, les bases de données des musées pour retrouver des anciennes études qui ne sont pas facilement accessibles depuis l'Internet. Et on reviendra sur leurs résultats un peu plus tard, mais ils ont trouvé beaucoup plus de choses. Pour l'instant, on va voir quels sont ces parasites stars ou étoilés fameux du Léman qu'on retrouve. Et l'espèce numéro 1 qu'on retrouve s'appelle Botryocephalus latus, ou s'appelait. Maintenant, elle a été renommée comme Dibotryocephalus latus. Et elle est surnommée comme le ténia du poisson. Et les rives du lac Léman sont réputées internationalement par contribuer au maintien de ces parasites dans l'environnement. Parce que quand on mange des perches en carpaccio, on peut cuisiner, on peut devenir les hôtes définitifs de ces parasites et il va se reproduire à l'intérieur de nous. Et on va passer les larves dans l'environnement, au lac, et comme ça on l'aide à compléter son cycle. En plus d'utiliser les mammifères comme hôtes définitifs, comme nous, ils l'utilisent de manière séquentielle, comme beaucoup de ces parasites, ils ont des cycles de vie qu'on appelle complexes. Ils ont plusieurs hôtes qui ont besoin d'infecter de manière séquentielle. Et ils utilisent aussi des copépodes planctoniques et des perches comme hôtes intermédiaires. La dernière étude date seulement de 2019 et auquel j'ai participé parmi d'autres collègues. Et la bonne nouvelle, c'est que le taux de prévalence ou le taux d'infection de ces parasites dans les perches est diminué autour de 6%. C'est inférieur à ceux qui avaient été déterminés en 2015, qui étaient autour de 30% de perches. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde la presse locale, par contre, les stars du Léman, au niveau des parasites, c'est clairement la puce de canard, parce qu'elle revient chaque année dans la presse tous les étés. Et ne vous laissez pas tromper, la puce de canard ne ressemble pas vraiment à ces bêtes-là. Apparemment, ChatGPT ne sait pas non plus à quoi ressemble une puce de canard. Elle est en fait un ver platelement parasite du groupe des trématodes et ressemble à cette bête que vous voyez ici en gris. En tout cas, le stade qu'on appelle des cercaires, c'est le stade du développement qui va sortir de l'escargot, nager dans l'eau pour aller chercher les canards. Dans les canards, il va se transformer un peu comme un papillon et la forme adulte n'a rien à voir avec la forme qu'on voit de la larve. Et l'adulte va se reproduire sexuellement, va transmettre ses œufs dans les selles du canard qui vont finir dans l'eau. Et de là, une petite larve va aller chercher l'escargot et comme ça, on complète le cycle de cette espèce, de cet individu. Et quand on va chercher dans la littérature scientifique pour voir qu'est-ce que c'est fait dans le Léman, malgré toutes ces promotions de la presse,
il y a presque un trou scientifique avec une seule étude qui a été menée en 1985 où il montre qu'il existe la puce de canard ou que la présence de la puce de canard dans les lacs ainsi comme d'autres cercaires, d'autres trématodes dans les gastéropodes. Alors, vu l'insistance de la presse sur ce sujet, je me suis dit, et sachant que c'est mon groupe un peu fétiche, je trouvais 2 étudiants de master qui étaient motivés pour faire un petit projet de recherche et aller chercher plus d'informations sur les puces de canard dans l'élément ainsi que d'autres parasites trématodes qui infectent ces escargots. En 2021, on a échantillonné 4 plages qui sont ici un peu en violet. Et dans ces 4 plages, on a tiré 3 transects par plage de 100 mètres et tous les 10 mètres, on a posé un cadran, ou 2 cadrans en fait, avec une surface totale de demi-mètre carré où on a prélevé tous les escargots qui apparaissaient. Et après, dans les laboratoires, on a fait sortir les larves et étudier qui étaient les parasites qui étaient infectés. En 2022, et par un mandat du canton de Genève, ils nous ont proposé d'étudier une autre plage, la plage de Port-Gitana, indiquée ici un peu en bleu ou violet, je ne sais pas. Et là, on a fait une étude un peu différente, on a fait un échantillonnage stratifié en profondeur. Et pendant toute la saison estivale, toutes les semaines, on a collecté des parasites, 10 cadrans de la même surface dans cette zone. Des 10 espèces plus communes dans les lacs Léman, on s'est focalisé sur 9. On a oublié Potamopyrus antipodanum, qui est une espèce invasive qui est extrêmement nombreuse et qu'on ne pouvait pas vraiment avoir les moyens pour traiter ça. Je vous présente alors les résultats pour l'échantillonnage de ces 5 localités ensemble. Et le premier résultat, c'est en fait que de ces 9 espèces différentes de gastéropodes, il n'y a que 4 qui étaient infectées par des trématodes, des larves de trématodes parasites. En noir, vous avez le nombre de spécimens examinés. Et en bas, en orange, c'est le nombre d'espèces différentes ou de lignages génétiquement différents de trématodes qu'on a trouvés chez eux. En tout et pour tout, on a 22 espèces de trématodes, ce qui représente par rapport à l'étude de 1985 le double de la diversité qu'il avait estimée à l'époque des larves dans les escargots. Pour que vous ayez un petit aperçu de à quoi ressemblent ces animaux, j'ai mis ici quelques photos. Ils ne sont pas tous égales. On a un petit peu de variations. Il y a certains qui sont plus mignons avec des petites boulettes à l'intérieur. D'autres qui ont à la place de 2 comme 3 yeux, etc. Et de ces 22 espèces, les hôtes définitives sont, pour 2 d'entre elles, des mammifères, en particulier des chauves-souris. C'est ces 2 espèces ici de Plachiorchis. Dans un cas, les poissons, c'est celui-là qui est un Symphilodora tinke, qui infecte, comme son nom indique, les tanches. Et pour 19, le reste d'espèces, en fait, l'hôte définitif sont les oiseaux aquatiques. Cela ne veut pas dire qu'on les retrouve ailleurs. En fait, les 3 espèces qui apparaissent ici à nom sont les diplostomides qui utilisent les poissons comme intermédiaires et qui infectent les yeux en causant des cataractes aux poissons, ce qui fait qu'ils ne voient pas très bien. Il a plus de probabilité de se faire manger par un oiseau. Et pour la puce de canard, oui, on l'a trouvée, mais seulement à la place des copets et avec un taux d'infection d'escargot très limité, de 1% seulement. On a séquencé génétiquement tous les parasites qu'on a trouvés, en fait, et pour les puces de canard, les 3 spécimens qu'on avait du lac tombent ensemble dans un clade, dans l'arbre phylogénétique, avec d'autres espèces de l'Europe et aussi d'Amérique du Nord. Mais ils font quand même un clade différent. On a aussi des données pour l'ITS, mais pas pour tous les individus. Et ça suggère qu'en fait, elle pourrait bien représenter une nouvelle espèce de puce de canard
Mais pour pouvoir décrire une espèce comme telle, on a besoin de trouver les adultes chez les oiseaux aquatiques. Pas que les canards, hein, tous les oiseaux aquatiques, ou une partie des oiseaux aquatiques. Et à savoir que la dernière nouvelle espèce de puce de canard en Europe a été découverte seulement en 2015 par des collègues français dans des lacs français et en Islande, avec des oiseaux migrateurs qui la amènent d'un coin à l'autre. Alors, en 2022, avec le suivi de la plage de Port Gitana, avec cet échantillonnage stratifié toutes les semaines au cours de l'été, depuis mi-juin jusqu'à fin août, on a pu établir la saisonnalité des infections qu'on avait vues dans les escargots en cette plage. Et on voit bien qu'il y a deux pics de transmission principales du parasite. En début de saison, autour du mois de juin, au mi-juin, et un autre grand pic de pullulation des parasites à la fin août, début septembre. Et ces deux pics sont assez comparables à l'augmentation de la densité d'escargots qu'on a vu au cours de l'été dans cette plage. En général, on est arrivé un tout petit peu tard en juin pour échantillonner parce que cette courbe reflète assez bien la biologie de l'espèce dominante, que c'est cette Ampullacena baltica, que pour le coup, je n'ai pas mentionné avant. Vous pouvez la trouver souvent dans la littérature comme Radix auricularia. En fait, Radix auricularia, cette espèce ressemble énormément à Radix auricularia, mais génétiquement, il ne l'est pas, il est Ampullacena baltica. Et c'est une espèce avec une biologie, un cycle de vie annuel. Les adultes se reproduisent en mai-juin et meurent peu après. Donc on trouve cette creux parce que la plupart des adultes qui étaient infectés meurent. Et c'est les juvéniles qui grandissent pendant la période estivale et qui probablement s'infectent. Et c'est justement cette pic à la fin de l'été et début de l'automne et probablement la prolifération des parasites qui s'est établie pendant la saison estivale sur ces escargots juvéniles, on va dire. De plus, on s'intéressait aussi à connaître un peu plus mieux la distribution spatiale des gastéropodes en fonction de la profondeur. Parce qu'il y a très peu d'informations sur les facteurs qui structurent c'est bon, la distribution spatiale de ces espèces, des gastéropodes en général. J'ai un petit verre aussi, pas de souci. Ouais. Donc, pour ça, on a fait des régressions de l'abondance des gastéropodes qu'on avait à chaque point de l'échantillonnage en fonction de la profondeur. Et comme vous pouvez observer ici, pour trois espèces d'escargots différentes dans deux plages, la Savonnière et Messery en France, au mois de juin, on voit que chaque espèce présente un schéma un peu différent. Donc, en gros, il n'y a pas un schéma général. Et quand il y a une relation, c'est assez spécifique à chaque espèce ou à chaque plage. Il faut dire aussi que dans ces modèles, on a considéré en plus d'autres variables comme la couverture par différentes espèces végétales et aussi le type de substrat. Et en général, il y a peu de variables qui corrélationnent vraiment avec l'abondance qu'on trouve dans ces organismes. Pour revenir à la question du départ, combien d'espèces de parasites on trouve dans l'élément? Bon, mes collègues, ils ont trouvé autour de 84 pour ce qui fait les platelements, les groupes dont je vous ai parlé, qui incluent des espèces de vie libre ainsi que des parasites. Et parmi ces 84, 15 sont issus de cette étude que je viens de vous présenter. On a des bonnes raisons pour penser qu'en fait, il y a plein d'autres espèces qui restent à découvrir parce que dans les groupes de platelements parasites, il n'y a pas que les trématodes, mais il y a aussi les cestodes, c'est le groupe de ténia, des vers solitaires, et ici les monogènes, souvent des parasites de la peau ou des branches. Et il y a aussi d'autres groupes dans cette diversité du léman
comme les acanthocéphales plus loin ou les nidaires, qui incluent, dans les coudes, les acanthocéphales, c'est tous parasitiques, et pour lesquels on a seulement 12 ou 6 espèces, et ils ont été en général très peu étudiés dans l'élément. Donc il y a probablement beaucoup plus d'espèces à découvrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour d'autres parasites dans d'autres hôtes et dans d'autres lacs alpins, un peu plus au sens général. Et pour ça, dans le cadre d'un projet financé par les FNS sur les parasites des corégones, on s'est focalisé à étudier cette ténia, Proteocephalus longicolis. C'est un parasite, un ver solitaire du groupe des cestodes, aussi un platelement, qui parasite un grand nombre de salmonides différents. Il est répertorié dans les corégones, mais aussi dans les truites, dans l'homme chevalier, dans plein d'autres salmonides. Et à l'époque, avant, en fait, ça a été synonymisé parce qu'il y a eu différentes espèces qui ont été décrites pour chacun de ces groupes de poissons, mais qu'ils ont été synonymisés dans les années 80 parce que les espèces ne présentaient pas beaucoup de caractères morphologiques différents. À l'époque, la génétique n'était pas très à la mode. Et donc, comme on ne pouvait pas les séparer, on les a considérés les mêmes. Il faut dire que cette espèce elle est présente, selon la littérature, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Et vous pouvez imaginer que c'est difficile de penser qu'un parasite qui voyage qu'avec les poissons va pouvoir être si répandu partout dans le monde. Surtout parce que l'autre de ces parasites, c'est des copépodes planctoniques. Donc, ce n'est pas que les copépodes vont voyager, voler beaucoup plus loin. Ce n'est pas comme prendre un oiseau migratoire. Donc, avec la collaboration d'un postdoc qui travaillait avec moi pendant 7 ans, on a obtenu des séquences pour les gènes mitochondriels et les gènes ribosomales, une partie par Sanger sequencing, d'autres qui sont issus d'un effort plus grand de séquençage par Didi Rad, pour différentes localités et différents groupes de poissons, entre eux les corégones, mais aussi l'homme chevalier et les truites. Et comme vous pouvez voir dans cette reconstruction d'arbre phylogénétique, on voit bien que les parasites des corégones, les spécimens qu'on a collectés dans les corégones, de plusieurs lacs suisses et aussi des lacs norvégiens, forment un clade distinct et éloigné considérablement de ce qu'on appelle Protocephalus longicolis, qui tombe quelque part par ici, et qui a été originalement décrit dans les truites. Et pourtant, on garde les noms de Protocephalus longicolis qu'on appelle sensu stricto seulement pour les parasites de Protocephalus qu'on trouve dans cette hôte. Vu que celle-là de corégone est différent, on a décidé de ressusciter une espèce. Et oui, ça se peut. On ne peut pas ressusciter nous, mais on peut ressusciter des noms d'espèces qui avaient été donnés par la rue déjà au début du siècle passé pour un corégone ferra, pour les Protocephalus qui étaient découverts dans des corégones ferra au lac Lucerne. Et il s'avère aussi que les Protocephalus qui infectent les poissons d'eau douce d'Amérique du Nord sont aussi un lignage différent, un grade différent de Protocephalus longicolis, et pour eux aussi il existait déjà un nom qu'on a décidé de ressusciter. Il reste à voir qu'est-ce qui se passe avec les lignages qu'on observe dans l'homme chevalier. Celle-ci, on avait un seul spécimen qui venait d'un lac norvégien, donc pour l'instant, il est relativement près de Protocephalus longicolis, mais une branche suffisamment longue pour ces genres de gènes assez conservés pour penser qu'il pourrait être une espèce différente. Mais on verra cela plus tard. Pour l'instant, on sait qu'il y en a une espèce de plus dans l'élément ainsi que dans d'autres lacs en Suisse. Et une fois qu'on sait qu'on a cette espèce Protocephalus phalanx qui est spécialiste des corégones, et sachant que les corégones ils ont recolonisé tous les lacs alpins ou périalpins qu'après la dernière glaciation, il y a à peu près 10 000 à 15 000 ans, on se pose la question de voir à quel point les parasites peuvent refléter aussi la structure spatiale, la différenciation génétique dans l'espace qu'on trouve dans les populations de ces poissons.
Et pour ça, on a obtenu des SNP, des single nucleotide polymorphismes, par TDRAD, et on a comparé avec des PCA et des plots de structure les populations des protocéphalus qu'on trouve dans les différents lacs. Et comme vous voyez ici, dans les plots ainsi que dans les graphiques à côté, on voit assez bien se séparer un nombre acceptable de ces populations. En vrai, on peut différencier toutes les populations de protocéphalus de différents lacs, à exception des populations entre les lacs Thun et Brienz, qui en fait, ce n'est pas très étonnant parce que c'est deux lacs qui sont aujourd'hui connectés par une petite rivière et qu'après la glaciation, en fait, ils ont une origine commune. Ils faisaient partie d'un lac post-glacial plus grand qui s'appelait Wendel. Donc, ce n'est pas étonnant que, comme ils se sont séparés il y a seulement quelques milliers d'années, que les populations de parasites ne sont pas encore différenciées. Et comme vous savez aussi, les corégones, une fois ils ont colonisé les lacs périalpins, ils ont expérimenté une radiation évolutive, processus par lequel une espèce est devenue plusieurs espèces, ou de nombreuses espèces, ça dépend du lac, dans un espace très court. Et ils se sont différenciés à niveau morphologique, mais aussi dans les caractéristiques écologiques. Et aujourd'hui, il existe un nombre variable d'espèces de ces poissons dans différents lacs. Donc, on a voulu utiliser ce système pour tester une hypothèse sur la radiation d'espèces en cascade. Je veux dire, est-ce que quand le poisson, les hôtes, dans ces cas les corégones, se sont différenciés en plusieurs espèces, est-ce que ces parasites aussi vont le suivre, vont se spécialiser et différencier en différents groupes? Et pour ça, on a comparé les populations de parasites à niveau génétique qu'on trouvait dans les différents paires de poissons dans chaque lac. Et je vous montre dans ce tableau seulement les combinaisons qui ont été significatives, donc qui présentent une différenciation à niveau de population des protocéphalus qu'ils hébergent. Comme vous voyez, il y en a quelques-unes dans tous les lacs, à exception du lac de Langfjordbotn au nord de la Norvège, mais sinon on en retrouve un peu partout et on en retrouve plus aussi dans les lacs qui ont plus d'espèces. C'est clair que la différenciation n'est pas énorme, donc c'est un processus un peu émergent ou très récent dans lequel probablement il y a encore beaucoup de flux génétiques entre les populations qu'utilisent chacun de ces hôtes. Et bien sûr, les valeurs de signification ont été corrigées pour les comparaisons multiples avec un test de Bonferroni. Maintenant, la question se pose, est-ce que cette différenciation entre les populations de protocéphales entre différents poissons est due à l'écologie de l'hôte ou à un problème de compatibilité avec l'hôte, parce que les hôtes ont devenu de plus en plus différents les uns des autres et peut-être le parasite n'est plus forcément adapté à coloniser tous les hôtes de la même façon. Donc, pour la première question, on a regroupé les espèces de poissons selon les traits écologiques de l'habitat qu'ils occupent ou les niches trophiques qu'ils occupent. Et on a constaté que aussi les populations restaient significativement différentes entre ces combinaisons de traits, de caractéristiques. Donc, oui, l'écologie de l'hôte influence la différenciation qu'on observe dans les populations de parasites dans les différents poissons. Et pour ce qui fait de la compatibilité génétique avec l'hôte, on a pris une autre approche, c'était de voir est-ce que les hôtes les plus distants génétiquement les uns des autres dans un même lac vont aussi héberger des populations les plus différenciées du parasite, parce que disons que le parasite doit s'ajuster à les différences qui apparaissent, soit dans le système immunitaire, soit dans d'autres défenses du poisson, pour réussir à l'infecter. Et en fait, on voit que non. Quand on a corrélationné les distances génétiques ou la différenciation génétique entre les paires de populations du parasite qui infectent les paires de populations, les paires d'espèces de poissons, on voit qu'il n'y a pas vraiment de relation entre les deux.
Donc, en principe, la compatibilité avec l'hôte ou la différenciation génétique entre les poissons n'est pas le responsable vraiment de cette différenciation qu'on observe. Alors, pour résumer, la radiation des corégones a donné lieu d'abord à l'expansion du nombre d'hôtes pour ces parasites qui, à l'origine, ils colonisaient le corégone ancestral qui est arrivé au lac dans la région. Et après, dans un deuxième temps, il favorise cette différenciation génétique des populations de Protocephalus phalax de manière un petit peu émergente. Vraiment, c'est juste un début. Peut-être que ça aboutit jamais à rien. Et cette différenciation semble avoir lieu surtout en relation avec les différences écologiques entre les hôtes. Et pour conclure un petit peu les travaux que je viens de vous présenter, un petit résumé des idées principales qui est d'abord que de nombreux parasites restent encore à découvrir, même à la porte de chez nous, surtout dans les hôtes qui ont été un peu moins étudiés, mais dans les cas des parasites, c'est à peu près la plupart. Et même pour les hôtes qui ont été mieux étudiés, parce que c'est des espèces d'importance commerciale, économique, comme les truites, comme les corégones, il y a encore des lacunes assez importantes dans les connaissances des espèces parasites qu'ils hébergent, comme on a pu voir avec l'exemple des Protocephalus. Et de plus, avec les modèles des corégones, on a pu voir qu'au moins pour les cas de Protocephalus phalax, les traits écologiques des hôtes peuvent jouer un rôle important dans l'évolution de ces parasites. Et cela, c'est possible, s'applique pas seulement aux Protocephalus, mais aussi à plein d'autres parasites des hôtes. Et un petit message à la fin, si on met ces idées en contexte dans la situation actuelle avec des espèces exogènes qui s'installent chez nous, soit la mulcagua ou d'autres, si en plus on prend en compte le fait qu'il y a des facteurs abiotiques qui se modifient dans nos lacs dû au réchauffement climatique ou autre, et on prend ces liens en contexte, on voit qu'on se dirige vers un scénario où il y a de fortes chances que les comportements des animaux qu'on connaît vont changer vers, dû à la concurrence, par exemple pour la nourriture, ils vont déplacer ces niches trophiques dans une direction ou d'une autre, qui peut faire qu'ils interagissent avec d'autres espèces de manière différente. Et on est en train de nous diriger vers un scénario où on connaît peu sur les résultats finaux de ces nouvelles situations dans lesquelles on rentre. Et avec ça, je voudrais remercier les étudiants qui ont travaillé avec moi et post-doc pendant ces années, d'autres membres du laboratoire ainsi que des collaborateurs, nombreux collaborateurs dans différents projets au cours de ces années. Et juste avant de finir, je fais une petite note de publicité parce qu'on vient de recevoir un financement pour continuer à étudier les parasites dans les poissons du Léman et aussi de la rivière de la Rose, à Rose, au canton de Neuchâtel. Et on va bientôt recruter un étudiant de doctorat et un technicien de laboratoire. Donc, si vous connaissez des gens, s'il vous plaît, n'hésitez pas à leur transmettre l'info. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à prendre des questions. Merci.